Sylvie. C'était passionnant. Du coup, de mon côté, ça va être un peu plus aride, hein, je pense, puisque je vais un peu vous présenter les enjeux relatifs à la question de la pénibilité dans le projet de loi tel qu'il se dessine actuellement. Et commencer peut-être par vous dire que, à la fois, c'est encore assez flou, et qu'il y a sans doute derrière aussi des choses à démêler pour la suite. Donc, la question de la pénibilité, elle rejaillit autour de la question de la retraite parce qu'on voit bien parmi toutes les thématiques que ça soulève en termes d'inégalité, en termes aussi de questions un peu plus philosophiques, de façon dont on veut construire sa vie, percevoir la place du travail au sein des parcours des individus. La question du travail et de la qualité du travail, elle jaillit de façon assez centrale, et aussi, je pense que quand vous entendez un peu les micro-trottoirs dans les manifs, etc., on entend vraiment les espèces d'angoisse qui rejaillissent autour du travail. Alors, vous l'avez sans doute aussi entendu dans la manière dont on présente les enjeux de la réforme. On voit bien que ce décalage de l'âge légal du départ à la retraite, il pose un problème majeur qui est que pour pouvoir partir à la retraite à 64 ans, encore faut-il être encore en emploi à cette période-là. Or, ça concerne en fait une minorité de personnes en France. Là, je vous ai mis des évaluations qui avaient été faites par un comité de mobilisation de la DARES il y a 3 ans, et qui montre bien, en fait, sur une moyenne 2016-2018, qu'en réalité, il y a très peu de personnes, il y a seulement 11% des personnes qui sont encore en emploi à 64 ans. Donc, ce qui montre bien déjà qu'il y a une première difficulté qui est, pour pouvoir prendre ma retraite, encore faut-il que je puisse liquider mes droits en étant en activité à ce moment-là. À l'époque, il y avait une majorité qui était déjà partie dans des dispositifs de retraite ou de pré-retraite, et il faut savoir que ce sont des dispositifs qui sont en voie d'extinction en France. C'était la façon dont on avait régulé un peu la gestion de l'emploi des plus âgés jusque-là, mais progressivement, les entreprises ont de moins en moins mis de moyens autour de ces dispositifs-là. Par ailleurs, on voit de plus en plus de personnes qui sont au chômage. Du coup, cette question du décalage de l'âge légal de départ en retraite, elle est directement corrélée à la réforme en parallèle de l'assurance chômage. Et là, du coup, je vous renvoie aux travaux qui sont en cours, et je pense notamment à ceux de Jean-Marie Pillon, Claire Vives, etc., qui ont récemment publié une tribune sur le sujet, et qui montrent bien qu'il y a aussi en fait, des poches de pauvreté qui vont s'ouvrir compte tenu de la mise en place en parallèle de la réforme de l'assurance chômage d'un côté et de la réforme de la retraite par ailleurs. Et puis, vous avez un certain nombre de personnes qui étaient inactives, ni en emploi ni en retraite, dans cette espèce de flou de la catégorie inactivité, et qui sont généralement en inactivité pour des raisons de santé, pour des questions de licenciement, et il y a aussi des récentes évaluations qui montrent qu'il y a un recours de plus en plus fréquent chez les personnels les plus âgés de la rupture conventionnelle, dont on sait qu'elle n'est pas toujours utilisée de façon toujours volontaire par les salariés, mais qu'elle est de plus en plus utilisée de façon imposée par les entreprises. Et quand vous partez avec une rupture conventionnelle, vous partez en général avec des droits amoindris. Vous avez des moindres primes de départ, etc. Et ça change la donne par rapport à des licenciements qui vous permettent de partir parfois avec des enveloppes qui vous permettent de tenir jusqu'à la liquidation des droits à la retraite. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut suivre de façon un peu fine. Et puis, j'ajoute un dernier élément, qui est que quand on est en emploi, il y a aussi une part importante des personnes qui est en emploi à temps partiel, donc avec des cotisations et des niveaux de rémunération qui sont aussi moins élevés et qui cherchent en fait par des espèces de bricolage à tenir jusqu'à la liquidation des droits pour partir à la retraite, mais qui le font sans pouvoir tenir dans un emploi à temps plein. Alors, ça renvoie, je ne vais pas forcément trop détailler ce sujet parce qu'il faudrait à peu près 2 heures de cours, mais à une façon dont on pense aussi la longévité des personnes actives. Et il faut avoir en tête qu'en France, on a à la fois du côté des pouvoirs publics, des employeurs, mais aussi du côté des salariés,
une perception d'une faible travaillabilité, donc une faible maintien en emploi des personnes les plus âgées, et qu'on considère en fait assez tôt dans la carrière des personnes, à partir de 40-45 ans. On a plutôt l'impression que ce moment où vous êtes considéré comme un senior, il apparaît de plus en plus tôt dans la carrière, dans la vie professionnelle. Et donc en fait on estime que passé 45, vous êtes plus bon à grand chose sur le marché du travail, et donc on va vous offrir de moindres perspectives professionnelles, et on va un peu moins s'attacher à la qualité de votre emploi et de votre travail. Ça, c'est une façon de concevoir la place des personnes âgées dans le travail, qui peut être discutée par ailleurs, mais qui est très différente de ce qu'on observe en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore dans les pays scandinaves, où on pense que l'activité des personnes âgées, elle doit être rendue possible jusqu'à assez tard. Et ça, c'est pas simplement une philosophie, alors c'est peut-être discutable pour les Royaume-Uni, mais je ferme cette parenthèse, mais c'est aussi régulièrement accompagné par tout un tas de dispositifs qui permettent aux travailleurs de tenir longtemps dans le travail, et des aménagements collectifs qui permettent aux personnes de ne pas s'user de façon trop importante en cours de vie active. C'est pas du tout la façon dont on a pensé la gestion des âges en France, et c'est toujours pas la façon dont c'est pensé dans le projet de réforme actuel. Alors je vais peut-être aller assez vite sur cette question-là, parce que vous l'avez déjà pas mal développé, mais il faut quand même avoir en tête que par ailleurs, tenir longtemps dans le travail, ça pose la question de est-ce qu'on est en capacité et quel type de travail on occupe par ailleurs. Et face à ça, on est extrêmement inégaux et inégal face au travail, aux tâches que l'on a à accomplir, et la manière dont ça mobilise les corps et les esprits. Parce que on voit, d'abord, vous avez des maladies professionnelles qui sont, alors là je vous mets les chiffres, des maladies professionnelles qui sont reconnues et qui, par le biais des réformes sur la reconnaissance des maladies professionnelles, sont limitées à un plafond de 50 000 par an. Mais on voit en fait qu'il y a une part toujours importante de maladies professionnelles qui sont déclarées chaque année, et que ça concerne en fait des personnes bien ciblées dans l'espace social, qui sont nettement plus les ouvriers que les cadres ou d'autres catégories, des professions intermédiaires, etc., etc. J'ajoute aussi que ça touche pas mal aussi hommes et femmes, pas de façon égalitaire, et qu'on a notamment cette apparition des troubles musculo-squelettiques qui est venue frapper très fortement les femmes, notamment dans le secteur des services. Et ça, c'est lié aussi à une forme d'industrialisation du secteur des services, que vous racontez autour de la gestion du nettoyage des chambres, etc., est directement lié à ça. Et ça aussi, ces gestes, qui ne sont pas nécessairement des gestes liés au port de charges lourdes, ça abîme les corps par leur répétitivité, par la façon dont ça doit être réalisé de façon extrêmement rapide. Et donc, ça joue aussi sur la capacité à tenir dans le travail et à ne pas s'y abîmer trop fortement. Alors, assez souvent, vous allez entendre les différents représentants du projet de loi en cours dire que oui, mais le travail aujourd'hui c'est plus germinal, etc., etc., on s'abîme moins dans le travail. C'est pas complètement vrai, parce que en réalité, vous avez quand même toujours des efforts de mobilisation du corps qui sont encore extrêmement importants et qui ne se sont pas du tout allégés ces dernières années. On voit toujours que, par exemple, il faut la part de personnes qui portent des charges lourdes, elle s'est plutôt accrue ces dernières années. Alors une manière de minorer ça, c'est de dire oui, mais c'est parce que les gens ont plus à l'esprit qu'ils portent des charges lourdes. Moi je dirais tant mieux, parce que ça permet en fait de se rendre compte de la façon dont le corps il est effectivement mobilisé par le travail. Mais là aussi, tout ce qu'on appelle ces contraintes ergonomiques, les contraintes posturales, ça concerne aussi certaines catégories de population plus que d'autres, et notamment plutôt la catégorie des ouvriers, mais aussi des employés dans les magasins, etc., et qui s'abîment de plus en plus. Et on voit en fait qu'il y a eu une aggravation de ce qu'on pouvait observer dans les années 80 entre ces contraintes-là, entre les cadres et les ouvriers. Et cette
différence-là, cette inégalité-là dans la mobilisation des corps, elle s'est très fortement aggravée au fil du temps. Et puis, il y a un élément qui n'est pas du tout pris en compte dans les débats actuels, et je vais y revenir aussi sur cette question plus fine de la gestion de la pénibilité, c'est la question des risques psychosociaux, qui est un enjeu grandissant, dont on voit bien en fait comment est-ce qu'il peut aussi abîmer et empêcher un certain nombre de travailleurs d'accomplir leur travail, pour des, ce qu'on a étiqueté comme étant du burn-out, les dépressions, les tensions, le stress aussi. Et là, c'est quelque chose qui concerne toutes les catégories de travailleurs, qui concerne aussi les cadres, même si les cadres ont quand même plus de moyens et de capacités à s'en défendre que d'autres types de travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte pour l'heure dans les équations autour de la retraite et de l'usure au travail. C'est la question en fait du risque, des dommages psychiques causés par le travail. Si je dois synthétiser du coup, les deux grandes idées à retenir, c'est que quand même le travail il est perçu comme plus pénible aujourd'hui par les travailleurs. C'est quelque chose qu'on observe depuis les années 80 en France, mais qu'on observe aussi dans d'autres pays. Et puis que les inégalités, qu'elles soient sociales mais aussi sexuelles, ont plutôt eu tendance à s'exacerber en matière de santé au travail. Si j'en viens plus particulièrement à cette question technique du compte de prévention de la pénibilité qui change tout le temps de nom et que moi-même je ne sais plus comment il s'appelle, qui est en fait un des éléments qui est mis en avant dans le projet de réforme actuel, l'idée étant de dire ok, on va rallonger la durée de vie active, mais regardez, on fait tout plein d'efforts pour mieux gérer cette question de la pénibilité, notamment chez les personnes qui en souffrent le plus. Alors, on peut, à de multiples égards, être très sceptique sur cette volonté des pouvoirs publics de vraiment prendre en charge cette question de la pénibilité. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu, en fait, c'est une question de la meilleure prise en compte des conditions de travail et de la manière dont il y a différents facteurs qui affectent les corps, qui est dans l'air depuis la réforme des retraites de 2003, qui est une demande très forte qui a notamment été portée par la CFDT, une meilleure prise en compte de cette question des conditions de travail. À la suite, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui s'appelait le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, qui est devenu depuis le compte professionnel de prévention, le C2P, par le jeu de différentes modifications. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que d'abord, il y a un certain nombre de critères qui étaient initialement pris en compte dans cette gestion de la pénibilité, qui sont les critères que je vous ai mis ici, qui sont des critères qui sont situés, c'est-à-dire qu'il y a une construction très androcentrée de ce qui est pénible dans le travail. C'est principalement des contraintes posturales, le travail de nuit, certains rythmes du travail, dont on sait de façon certaine qu'ils affectent par exemple l'espérance de vie, et puis aussi le fait de vivre dans des environnements physiques agressifs, parce que vous manipulez des produits chimiques, que vous respirez des poussières, etc. etc. Alors, ça, c'est la façon de ce qui a été étiqueté comme pouvant engager des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Donc, si je le dis autrement, on sait que ça vous abîme et ça altère non seulement votre espérance de vie, mais aussi votre espérance de vie en bonne santé. La première réforme qui a eu lieu, c'est que d'abord, il a fallu à un moment mettre en place des seuils pour savoir à partir de quand, par exemple, quand vous travaillez de nuit, on considère que ça engage votre santé. Alors, il y a eu des premières évaluations qui avaient notamment été conduites par la DARES pour chiffrer un peu le nombre de personnes et sur des bases médicales, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux scientifiques qui avaient pu démontrer qu'à partir de tant de nuits par an, etc., vous altériez significativement la santé des personnes. Bon, ces seuils ont été remontés dans ce qui a été pris en compte dans la transformation de 2015. Donc là, mon graphique est absolument illisible, je le sais, mais c'est comme ça. Croyez-moi en tout cas, les seuils ont été remontés. Et ce qui veut dire, par exemple, qu'à l'appui de ces seuils, les estimations de la DARES travaillaient plutôt sur des critères scientifiques d'engagement de la santé, estimaient globalement qu'il y avait
un 40% des salariés qui étaient potentiellement exposés à au moins une pénibilité. On est bien en deçà dans les seuils qui sont pris en compte dans le dispositif tel qu'il existe actuellement. Et puis ensuite, il y a eu les ordonnances Macron de 2017, avant qu'ils deviennent donc président de la République, et qui ont en fait supprimé un certain nombre des facteurs de pénibilité et qui sont de façon assez inattendue des facteurs qui touchent le plus de personnes actives. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont décidé de faire sortir du compte de prévention de la pénibilité ce qui touche le plus de personnes dans l'activité. Par exemple, si vous êtes déménageur, vous vous dites, bah, évidemment, un déménageur, il a forcément un travail qui engage et qui abîme massivement le cœur, sauf que, miracle des ordonnances Macron, quand vous êtes un déménageur, vous n'êtes plus considéré comme occupant un emploi pénible au regard du compte personnel de prévention de la pénibilité. Alors, ça peut faire rire, c'est un peu dramatique, me semble-t-il, surtout, et ça pose un peu la question de comment un gouvernement qui a œuvré activement à la faible prise en compte, à une minoration du nombre de personnes qui pourraient accéder au compte de prévention, peut maintenant dire, droit dans les yeux, qu'il va œuvrer à une amélioration de la situation. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup moins de personnes qui ont pu accéder à ce compte personnel de prévention. Et là, je vais vous renvoyer par exemple à un récent rapport de la Cour des comptes qui date de la fin de l'année 2022 et qui montre bien en fait le côté absolument pas ambitieux de ce dispositif qui est censé pourtant assurer une bonne prise en compte de la pénibilité du travail et qui fait en fait un état, une chronologie de la façon dont on l'a finalement progressivement vidé de sa substance. Alors là, le gouvernement nous dit, mais oui, mais regardez, on va y travailler, mais attention, on fait un peu dans la nuance. Et notamment, ces facteurs dits ergonomiques qui avaient été sortis, ils ne sont toujours pas réintégrés dans le compte professionnel de prévention. Ils vont faire l'objet, en fait, d'une prise en charge d'un fonds spécifique d'1 milliard d'euros. Mais là aussi, l'enfer est dans les détails. C'est-à-dire que comment, globalement, une personne qui est par exemple un déménageur, qui a travaillé toute sa vie en tant que déménageur, va pouvoir faire valoir une prime ou un de l'aide de la part de ce fonds qui est spécifiquement alloué. Ben, en réalité, on ne sait pas complètement exactement comment ça va fonctionner. Et on ne sait pas notamment jusqu'à quel point tout ça va pouvoir se faire selon la bonne volonté de l'employeur qui va ou non déclarer que vous êtes éligible à ce type de dispositif. Et puis j'ajoute aussi un autre élément un peu sur la façon dont on règle au sens monétaire du terme cette question des désordres, de la façon dont le travail abîme les corps. On sort là, en allouant un budget de l'État sur ce règlement de la pénibilité, on part du principe que ce n'est plus aux employeurs d'être responsables, et notamment financièrement responsables, des désordres qu'ils engagent sur le corps des travailleurs et la façon dont ils entament leur santé. C'est aux salariés de faire état de leurs difficultés avec un suivi médicalisé individuel. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion collective de ces problèmes de pénibilité et on demande juste à l'employeur d'être redevable du suivi des salariés en les envoyant vers une médecine du travail dont on sait comment elle a été démantelée par les pouvoirs publics depuis les années 70 et que c'est quelque chose qui fonctionne mal aujourd'hui en France et qui en fait renvoie non pas à un travail qui use mais à des salariés dont on estime que certains s'useraient plus vite que d'autres et doivent alors faire valoir leurs droits auprès des dispositifs dédiés avec tout un tas de démarches administratives dont on sait qu'elles peuvent être difficiles, particulièrement lourdes et éprouvantes par ailleurs quand vous êtes dans un état physique et psychique potentiellement détérioré. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut un peu avoir en tête. Le temps passe, donc je ne vais pas trop répéter.
Je vais juste faire un petit point sur l'index senior, qui est une autre des mesures qui est mise en place qui est proposée par le gouvernement actuel pour gérer ce problème de la gestion des âges et de l'allongement de la durée de vie active. Alors, on n'en sait pas grand-chose pour le moment, sinon que le MEDEF est très contre, puisque Geoffroy Roux de Bézieux se mobilise, elle doit vraiment lancer une campagne de communication depuis octobre pour signaler à quel point ça allait être une nouvelle contrainte administrative qu'elle allait s'imposer aux entreprises et comment allait-elle faire pour faire face à cet État inquisiteur, etc. Enfin, je ne vous refais pas toute la rhétorique patronale, mais vous pouvez aller lire les interviews, notamment il y en a une dans Le Monde de Roux de Bézieux qui est parue sur le sujet. Pour le moment, cet index senior, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il va être constitué, et notamment à partir de quels indicateurs, puisque tout ça est renvoyé à la concertation, donc on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que pour le moment, la simple obligation, c'est une obligation de publicisation. Donc il va falloir que les entreprises de plus de 300 salariés, donc c'est pas non plus le petit indépendant, le petit patron tout seul dans sa campagne, c'est déjà des entreprises qui sont structurées, qui ont souvent des services de santé au travail, des services RH qui sont structurés, et on va leur demander en gros de donner des informations sur le taux de seniors qu'il y a dans les entreprises, et seules seraient pénalisées celles qui ne donneraient pas l'information. Je voudrais juste vous faire un petit parallèle avec un renvoi qui est régulièrement fait par notamment du SOT mais regardez, on va faire un peu comme on l'a fait avec l'index égalité professionnelle et c'est super bien et vous allez voir, c'est trop génial. Alors, je ne vais pas trop vous détailler cet index d'égalité professionnelle, juste pour vous dire qu'il a effectivement été mis en place, qui repose sur 5 indicateurs qui visent à voir dans les entreprises comment est-ce qu'elles gèrent cette question de l'égalité professionnelle. Il y a eu là aussi des rapports récents qui ont été remis, des rapports d'évaluation, notamment par la DARES, une reprise aussi par le CEREC, et qui montrent bien en fait que oui, ça fonctionne, que les entreprises, elles se plient au jeu et elles acceptent notamment de donner les informations pour une très grande majorité d'entre elles. Et par ailleurs, dans quelques cas, et la plupart des cas en réalité, elles acceptent aussi de mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour résorber ces questions d'égalité professionnelle. Sauf que ce que nous montrent les évaluations, c'est que c'est assez cosmétique, parce que ce sur quoi les entreprises se centrent, d'abord, c'est de se plier à une espèce de routine administrative sans nécessairement le faire rentrer dans des mécanismes qui viseraient vraiment à transformer les inégalités entre les femmes et les hommes, et que quand ils le font, ils se centrent en fait sur ce qui est visible, et c'est notamment la question des écarts salariaux à poste égal entre les hommes et les femmes, mais que ça en fait c'est en quelque sorte la partie émergée, enfin celle qu'on voit de l'iceberg, puisque la plupart des mécanismes qui œuvrent aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, ils ne sont pas simplement liés à la question des salaires, ils sont aussi liés à la construction des carrières, à la ségrégation du marché du travail, qui fait que mécaniquement, les femmes, elles gagnent moins et elles sont moins dans des postes à responsabilité que les hommes. Et ça, pour l'heure, cet index professionnel-là, il ne permet pas tellement de le faire. Et ça permet donc de dire que cet index senior, dont on va voir comment est-ce qu'il va se mettre en place, parce que pour le moment, on ne le sait pas réellement, on peut en tout cas imaginer qu'il va avoir en réalité une assez faible portée transformatrice sur la question de la gestion et l'allongement de la durée en poste, en emploi des personnes dans le monde du travail. Et je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.